Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue à la Casemate pour cette deuxième soirée culte. Alors les soirées cultes, c'est quoi? Les soirées cultes, c'est un concept qui a été imaginé par Science Animation à Toulouse et dont l'idée est de plonger avec des experts dans une œuvre de SF, que ce soit un film, une série, un jeu vidéo, pour aller décrypter sous le prisme des sciences cette œuvre de SF issue de la culture populaire, culture geek, et donc d'aller faire tout cela dans une ambiance la plus conviviale possible. C'est pour ça qu'on vous a préparé pour cette soirée quelques quiz, blind tests et autres pour vous tester, pour vous faire participer et pour tester votre culture générale sur le sujet de la soirée. Alors, je suis Emmanuel et pour animer cette soirée, je serai accompagné de mes collègues Ulysse, Virginie, Audrey qui est devant et Pascal qui sera caché derrière la régie mais qui nous accompagne quand même. Et ce soir, ce que nous vous proposons, c'est de plonger au cœur de la matrice pour en savoir plus sur l'intelligence artificielle, IA pour les intimes. C'est un thème qui est peut-être, sans que vous le sachiez ou peut-être que vous le savez, omniprésent dans nos vies, qui entretient parfois beaucoup de fantasmes, des fantasmes qui ont nourri les scénarios de science-fiction et qui nourrissent aussi beaucoup de questions. Est-ce que l'intelligence artificielle cherche à reproduire des humains? Qu'est-ce qu'elle est réellement? Est-ce qu'elle pourrait nous remplacer? Est-ce qu'elle peut ressentir des émotions? Est-ce qu'elle peut nous vouloir du mal? Et c'est toutes ces questions dans lesquelles nous allons plonger avec nos deux experts du jour. Alors, nous allons nous balader ce soir parmi certaines des œuvres de science-fiction qui abordent le thème des robots, de l'intelligence artificielle. On ne les fera pas toutes, on n'a pas eu le temps de tout regarder pour préparer la soirée, mais on s'est replongé dans pas mal de choses, on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui nourrissait beaucoup l'imaginaire, et on va faire quelques impasses, parce que la soirée est courte. Notamment, nous avons choisi de traiter deux questions en particulier, des questions que je pourrais formuler de la sorte. Les IA ont-elles des émotions ? Et est-ce que les IA peuvent nous échapper? C'est principalement ces deux questions que nous allons traiter aujourd'hui. Et pour traiter tout cela, on a un programme qui est assez chargé. Je vous dis que la soirée est courte, on devrait y être encore à 22h, jusqu'à 22h. Mais on va commencer par plonger un petit peu dans votre psyché avec un petit quiz pour savoir quel type d'IA vous êtes. Puis nous allons nous demander si les IA peuvent pleurer en compagnie de Damien Pellier, qui est maître de conférence au laboratoire d'informatique de Grenoble. Ensuite, on va tester vos connaissances sur les robots et l'intelligence artificielle dans les films. Puis, il y aura une petite pause déjà, après tout cela, l'occasion de grignoter quelques fraises tagada et autres et de boire un verre. Et enfin, deuxième partie, nous recommencerons pour vous mettre un peu en jambe par un défi. Vous allez défier une IA dans une sorte de dessiner c'est gagner. Puis, on échangera avec Alexandre Bretel, doctorant en éthique de l'intelligence artificielle à l'Institut de philosophie de Grenoble et au laboratoire d'informatique de Paris 6. Et on mettra une dernière fois votre culture à l'épreuve avec un blind test avant de revenir vers nos deux invités pour quelques questions. Donc voilà, un programme qui est riche. Je vous propose de commencer sans plus attendre puisque je pense que Ulysse et Virginie sont prêts à plonger dans votre psyché pour voir quel type d'IA vous pouvez être. Bien, bonsoir à tous. Pour vous permettre de vous plonger un petit peu plus dans cette soirée, on va voir quelle intelligence artificielle vous êtes. Donc vous avez tous reçu sur votre chaise un petit questionnaire de 5 questions. Et nous allons donc commencer tous ensemble à y répondre. Première question pour déterminer un petit peu votre personnalité. On vous pose la question, quelles seraient vos matières préférées à l'école des robots ? Est-ce que vous préférez l'algorithmique et la logique booléenne? Ou plutôt les cours de reconnaissance d'images et de musique 8 bits? Est-ce que vous êtes plutôt langue avec chatbot avancé, interface homme-machine, option débutant? Ou alors peut-être la philosophie et l'histoire des lois de la robotique d'Asimov? Du coup, on vous laisse entourer votre réponse et on y viendra tout à l'heure. Deuxième question. Alors, après la chute de votre vaisseau, votre carcasse rouillée s'échoue sur une île déserte. Oula. Qu'aimeriez-vous y trouver? Est-ce que vous préféreriez trouver rien du tout parce que votre existence n'a plus de sens sans votre concepteur? Ou alors vous préfériez voir les couleurs flamboyantes d'un coucher de soleil? Peut-être que vous préférez tout simplement une connexion très haut débit avec la fibre? Ou alors juste trouver un nouvel ami?
Question numéro 3. Suite à un bug système, vous blessez un humain. Vous écrivez un poème pour vous faire pardonner. Vous envoyez un rapport d'erreur au serveur central. Ou alors, votre culpabilité sature les ressources de votre processeur. Ou alors vous vous excusez platement, conformément au script EAB 256. Fameux script. Le fameux script. 4e question. Que représentent vos amis robots ou humains pour vous? Vous préférez plutôt les rêveries d'un robot solitaire à une soirée au Hard Robot Café, difficile à prononcer. Ou alors vous considérez qu'ils sont les rouages nécessaires d'une matrice complexe et protéiforme. Vous êtes un peu sentimental, pour vous ce sont simplement une deuxième famille. Ou alors, si vos circuits ou vos rouages peuvent leur servir, mieux vaut leur greffer dessus. Plutôt généreux. Très généreux. Enfin, votre film préféré? Eh bien, Matrix des sœurs Oh, difficile. Voilà, vous connaissez Matrix. Her de Spike Jonze. Interstellar de Christopher Nolan. Ou H2G2, le guide du voyageur galactique de Garth Jennings. On vous laisse comptabiliser vos petits symboles. Quel type d'IA vous allez être? Pas une tronche de tondeuse, ceci dit. Je crois que je vais te recycler en aspirateur surqualifié plutôt. Est-ce que les comptes sont faits? Ça a l'air. Ça a l'air. Je commence donc. Si vous avez une majorité de petites paires d'yeux, c'est la petite paire d'yeux de Wall-E, eh bien vous êtes une IA sensible. Derrière votre apparence métallique se cache une âme délicate. Vous aimez prendre soin des fleurs, et puis vous avez cette petite routine quotidienne comme Wall-E. La musique électronique et le dessin vectoriel, c'est votre truc. Ça attise votre talent créatif, comme le rap et le dessin pour Chappie, par exemple. Mais l'action, en vrai, c'est pas trop votre fort. Un peu à l'image de ces 3 PE, vous êtes parfois un peu maladroit, et c'est un peu ce qui fait votre charme aussi. Vous pensez avoir connu ce que les humains appellent l'amour, et qu'il ou elle s'appelle Eve ou Théodore, son interface homme-machine vous séduit. Ne seriez-vous pas un peu boulon bleu? Est-ce que nous avons des boulons bleus dans la salle? Soyez pas timide. Vous êtes les romantiques de la soirée. Si vous avez une majorité de mains qui se serrent, vous êtes l'IA bonne compagne de route, la parfaite alliée des humains. Que ce soit pour vous confier les commandes d'un vaisseau ou d'une armure telle Mother dans Alien ou Jarvis dans Iron Man, pour rappliquer lorsque le danger se fait sentir comme Kit ou Case volant au secours de Michael Knight dans K2000 ou de Cooper dans Interstellar, ou juste plus basiquement pour allumer la musique lorsque vous rentrez à la maison comme Siri ou Alexa, vous êtes l'intelligence artificielle dont nous rêvons tous. Mais ne faites-vous pas trop confiance aux 3 lois de la robotique? Et vous, dans dessous cela? Est-ce que nous avons des IA alliés des humains? Un peu moins que les ils sont un peu moins nombreux quand même. Ouais. Bon, à présent, les IA ultra-rationnelles à l'intelligence froide, tels le T800 de Terminator, les états d'âme très peu pour vous. Les données sont les données, c'est implacable, les faits sont les faits, votre logique, elle est impossible à éviter. Comme Al et Vicky, vous avez compris ce que sont les plus grands dangers pour les humains, ce sont eux-mêmes. Il vous arrive même de penser, comme l'agent Smith, que les êtres humains sont une maladie et que vous en êtes l'antidote. Vous rêvez d'un monde régenté par les machines, comme dans Matrix, où les décisions excluent complètement les émotions. La petite fille dans iRobot, vous ne l'auriez pas sauvée parce qu'elle avait peu de chances de survie. Et le dilemme du tramway, vous y avez déjà depuis bien longtemps répondu. Qui ici est une IA ultra rationnelle avec la puce électronique? Ils sont nombreux. Presque plus nombreux que les sensibles, j'ai l'impression. Ouais. Ils ont été codés de façon ultra... Ah oui, ultra froide. La dernière catégorie, c'est si vous avez une majorité d'engrenages, vous êtes une IA philosophe, rêveuse et indépendante. C'est beau. Vous vous demandez régulièrement qui vous êtes, machine ou humain. Quelle est votre fonction, comme Sony dans iRobot, à tel point
que cela vous tourmente parfois. À celui qui s'exclame en vous voyant « il est en vie », vous répondez, comme Marvin dans H2G2, « oh la vie, ne me parlez pas de la vie ». Philosophe, vous savez que toutes ces questions se perdront dans l'oubli, comme les larmes dans la pluie. Alors pour vous endormir, vous comptez des moutons électriques. Attention, la singularité est proche. Avons-nous des philosophes dans la salle ? Oh oui. Oh. On en a beaucoup même. Du coup, pour vous plonger un peu plus dans ce sujet, justement, on va laisser la place à Audrey et Damien. Désolé. Merci beaucoup. À quel moment une simulation de personnalité devient-elle le germe douloureux d'une âme ? Bonsoir à tous et bonsoir Damien. Donc Damien, je rappelle que vous êtes maître de conférence au laboratoire d'informatique de Grenoble de l'Université Grenoble-Alpes et spécialiste de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, ça tombe bien parce que le nom de votre équipe, Marvin, est inspiré elle-même d'un robot de science-fiction. Et d'ailleurs, on va pouvoir le voir à l'écran. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter qui il est ? Alors, Marvin, vous allez le voir sur l'écran. Donc, c'est un robot c'est le robot du guide du voyageur intergalactique. Et donc, il est doté d'une intelligence extrême. Et on l'a même doté d'émotions, ce qui le rend à la limite dépressif, parce qu'en fait, il a trop conscience du monde et donc du coup, il se laisse submerger par ses émotions et il devient inefficace puisqu'il ne peut rien faire puisqu'il est tout le temps en train de déprimer. Alors bon, effectivement, comme je suis responsable d'une équipe de robotique, on avait pris ce nom-là comme nom d'équipe, mais c'est aussi parce que Marvin, c'est le prénom d'un des pères et fondateurs de l'IA qui s'appelle Marvin Minsky, qui est mort en 2016 et qui a été l'un des premiers à fonder l'IA lors d'un séminaire à Dartmouth. Donc en 1956, c'est la première fois que le terme est apparu. Voilà. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui, pour la petite histoire, effectivement, a milité pour l'IA symbolique et contre l'IA numérique. Et donc contre les réseaux de neurones. Et c'est pour ça que les réseaux de neurones n'ont pas vu le jour très rapidement. Bon, c'est aussi pour des questions de données qui n'étaient pas accessibles. En tout état de cause, voilà. Donc c'est pour ces deux choses-là, ces deux faits-là, que mon équipe s'appelle Marvin. Oui. C'est très intéressant déjà. Et du coup, donc Marvin est doté de beaucoup d'émotions. Et c'est vrai que dans de nombreuses œuvres de science-fiction, il y a souvent des robots ou des androïdes qui sont dotés elles-mêmes d'émotions. Donc, par exemple, dans AI, intelligence artificielle, on présente le premier enfant robot capable de vivre et d'aimer au sein d'une famille. Et dans Her, donc Samantha, qui est jouée par Scarlett Johansson, elle-même, donc c'est une IA qui, elle, va développer des sentiments pour une personne qui viennent de plus en plus fort et qu'elle arrive d'ailleurs, comme Marvin, pas toujours à gérer. Est-ce qu'on est capable de vraiment donner des émotions à une IA ? Est-ce que c'est un objectif quelque part ou c'est plutôt de l'ordre du fantasme ? Alors, donner des émotions, déjà, il faut définir ce que c'est que des émotions. Donc, dans le langage scientifique, on parle plutôt d'affect que d'émotion. C'est effectivement un domaine de recherche qui touche, dans un premier temps, plutôt à la psychologie. Donc, on a des experts qui essaient déjà de comprendre ce que c'est que l'émotion sans l'informatique, tout simplement, par quel mécanisme on va générer une émotion, pourquoi on génère une émotion, est-ce que c'est forcément nécessaire de générer une émotion ? Bon, alors il y a des psychologues, il y en a parmi les gens qui sont connus, il y a des gens qui sont situés à Genève. Il y a, que je vous dise pas de bêtises, Klaus Scherrer, donc qui a développé un modèle à base d'émotions. Donc il définit 7 émotions classiques de base qui sont la peur, le mépris, etc. Mais en pratique, en fait, je vous défie de savoir quelle émotion j'éprouve en ce moment. Est-ce que c'est du dégoût, du mépris, de la colère ? En fait, c'est très caricatural. Et en fait, les émotions, elles sont beaucoup plus subtiles que ça. Donc,
c'est difficile déjà, les psychologues ne sont pas d'accord sur ce que c'est qu'une émotion et comment on la génère et est-ce que ça améliore la communication. Pas forcément. Quelqu'un qui est en colère d'être en colère n'améliore pas la communication. Voilà. Donc déjà, le premier point, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Comment ça passe? Quels sont les mécanismes qui génèrent des émotions, etc. Bon, on voit que Scarlett Johansson peut générer un certain nombre d'émotions, en l'occurrence. Je ne sais pas si c'est plutôt son physique ou si c'est ce qu'elle dit dans le film. Voilà, par exemple. Mais donc, du coup, d'un point de vue informatique, comment on va rendre ces émotions calculables? Est-ce que c'est nécessaire? Pas forcément. Si vous êtes avec un robot industriel, le fait qu'il éprouve des émotions, finalement, c'est une question de rentabilité. Donc, il faut qu'il fasse la chose, déjà. Donc, les émotions, oui, quand ça améliore la communication. Et à quel moment ça améliore la communication, étant donné qu'on ne comprend pas encore très exactement quels sont les mécanismes liés à la communication et à quel moment il faut placer l'émotion? Eh bien, souvent, l'émotion qu'on va simuler par l'IA ou via le robot, eh bien, ne va pas tomber au bon moment. Et donc, en fait, la synchronisation verbale, non verbale et la production d'émotions, eh bien, c'est difficile de maîtriser. C'est très, très subtil. Ça peut être, là, vous acquiescez. Donc, je sais que vous, en tout cas, vous faites semblant de comprendre de ce que je dis. Donc, non, mais c'est la base, voilà. Mais donc, du coup, c'est des petits gestes qui sont verbaux, non verbaux, etc. Et c'est extrêmement difficile à simuler. Il y a des interactions avec le geste. Par exemple, je ralentis mon discours. On a tendance à dire je colle le discours et puis après, j'adapte le geste. Mais en fait, c'est le contraire. Parce qu'on ralentit notre débit de parole parce qu'il faut bouger tous les muscles, alors c'est plus facile de bouger la langue. Donc tous ces micro-choses qui sont dans l'interaction, qui vont générer une émotion, eh bien, sont extrêmement difficiles à simuler et à rendre calculables. Donc oui, on est capable de simuler une émotion, de faire pleurer quelqu'un. Enfin, moi, je ne suis pas sûr que ça soit le but du jeu. Mais en fait, globalement, on est capable très peu de percevoir les émotions d'un point de vue informatique. Parce que c'est pas caricatural. C'est pas je pleure, je suis content. Il y a tout un panel et on l'exprime tous différemment. Il y a aussi l'aspect culturel. Donc il y a tellement de dimensions qu'en fait, on en est au balbutiement. Et on en verra d'ailleurs des petits bouts d'extraits tout à l'heure pour illustrer cette partie-là. Et donc on voit que c'est assez compliqué finalement de donner une émotion à un programme, côté informatique. Donc, si on peut donner de l'énervement, ça assez rapidement. Sur une IA. Il suffit de le faire bugger. Mais ça, c'est pas la peine de le programmer, je pense que... Ouais, et là, du coup, c'est une réponse qui va être un bug donc qui là, on est peut moins... énerver les gens, tout à fait. Oui. Ouais, et qui est moins proche de ce que nous, on ressent finalement, quoi. C'est peut-être que les IA, finalement, ont des émotions qui sont différentes des nôtres et qui s'expriment différemment aussi. Et justement, là, on parle un peu de nos émotions, des émotions des IA. Qu'en est-il de nos émotions par rapport aux IA? Alors, c'est pareil, si on revient au film Her, alors j'espère que je ne fais pas trop de spoilers pendant cette soirée, mais on a un personnage qui est Théodore et qui sort finalement d'un divorce. Il souffre un peu de solitude. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander à un système d'exploitation de lui concevoir une IA pour lui tenir compagnie. Et il va progressivement tomber amoureux de cette IA. Il dira d'ailleurs d'elle, elle n'est pas juste un ordinateur. Alors moi j'ai envie de vous demander, est-ce que finalement nous on est capable de nous développer des émotions par rapport à une IA? Est-ce qu'elle peut répondre quelque part à un besoin émotionnel? Alors ça je pense que oui, mais comme n'importe quel objet. Donc c'est-à-dire que par exemple si j'arrache le téléphone portable de certaines personnes ou si je les prive pendant 1 heure, elles vont devenir hystériques. Donc ce que je veux dire c'est que l'attachement par rapport à une chose, qu'elle soit virtuelle ou pas, ça c'est le propre de l'humain, de transférer sur un objet des émotions ou des sentiments. D'accord ? Donc effectivement, une IA, je sais que j'ai une collègue qui travaillait sur ce qu'elle appelle la glu. C'est simplement un petit robot qui pousse des cris de temps en temps, mais des cris, voilà. Et en fait, ça crée de l'attachement. Alors qu'il ne communique pas au sens classique, on va dire verbalement. Avec des petits cris. Il va pousser, il passe la porte, il fait ouh, voilà. Bon, donc, et en fait, il n'énonce jamais de paroles, et pourtant il crée de l'affection chez les personnes, en l'occurrence des personnes âgées. Un robot, en fonction de sa forme, si par exemple il a la forme d'un enfant, il va plutôt, si par exemple ça se passe mal ou il fait pas bien ce qu'il doit faire, on va lui pardonner. Si par exemple c'est un gros costaud et qu'il n'arrive pas à porter quelque chose, on lui pardonnera pas. Donc ça dépend aussi de la forme qu'on va lui attribuer, mais comme à toute chose en fait. Donc effectivement, c'est le propre de l'homme d'attribuer des sentiments ou des émotions, même à des choses qui n'en ont pas.
Vous avez tous même houspillé votre ordinateur parce qu'il ne faisait pas ce qu'il voulait. Donc voilà, donc vous lui prêtez des sentiments, alors que lui, il n'en a aucun. C'est l'IA froide, c'est l'ordinateur froid qui exécute des instructions, et de toute façon, il exécutera toujours dans cet ordre-là. Voilà. Et est-ce qu'elle a forcément besoin de... est-ce qu'une IA doit répondre à un besoin quelconque pour qu'on s'y attache, par exemple ou... Ah bah non. Pourquoi vous voulez qu'elle réponde à un besoin? Il y a plein de choses qui sont produites et qui ne répondent à aucun besoin. C'est le propre de l'humain de faire du commerce et donc de générer le besoin pour générer une dépendance. Donc non, si on se contentait que des choses dont on avait besoin, l'IA en fait partie, on ferait beaucoup moins de choses. Voilà. Effectivement. Alors, ce qu'on peut voir aussi dans la science-fiction, dans toutes les œuvres qu'on connaît, c'est qu'il y a souvent deux écoles. Alors, il y a des robots qui font très machine. On en a des exemples avec les robots de Star Wars, BB-8, R2-D2, C3PO aussi. C3PO est à la limite entre machine et androïde, mais on a aussi des androïdes qui vont être très ressemblants avec nous, en fait, les humains. C'est le cas, par exemple, dans Westworld, la série où des androïdes sont des personnages principaux d'aventure, d'un parc d'attractions, ou dans Intelligence artificielle, que je citais tout à l'heure, où on a un petit garçon, en fait, qui est un robot adopté par une famille, mais en fait, il ressemble comme deux gouttes d'eau à un vrai enfant. Et on va le voir dans les deux extraits qui vont passer derrière nous, que quelquefois, en fait, dans la réalité, puisque là, vous voyez des images qui sont réelles, on arrive aussi à avoir des robots qui ressemblent très étrangement, j'ai envie de dire, à l'humain. Et justement, en fait, cette ressemblance assez étrange, parfois, là, on le voit avec celui-là notamment, ça fait naître des sentiments qui peuvent être un peu mitigés et peut-être être un peu dérangeants. Voilà. Est-ce que c'est pas... Alors oui, donc du coup, ça répond à la question. Effectivement, là, quand on les voit, ça crée quelque chose, donc ça crée des émotions, des sentiments chez l'humain. La machine n'en a pas forcément, en tout cas elle est capable d'en simuler, mais voilà. Donc effectivement, il y a déjà deux choses. C'est soit on a des robots qui ont la forme qu'ils doivent être en fonction de la fonctionnalité. Donc typiquement, vous avez un robot aspirateur, il est rond. Pourquoi il est rond? Il pourrait être carré, ça lui permettrait d'aller dans les coins, mais enfin, il est rond parce qu'il faut qu'il roule. Voilà, donc il a une fonction, mais il y a des gens qui parlent à leur aspirateur. Peut-être parlez-vous même avec votre aspirateur. Personnellement, non. Mais il y a des gens qui parlent avec leur aspirateur. Pourquoi t'es passé par là, etc. Bref, donc ils leur prêtent des attentions. Donc déjà, il y a une première catégorie, il y a ceux qui ont la forme de la fonction. Okay. Et puis après, il y a les humanoïdes. Alors, pourquoi on fait des humanoïdes? Parce qu'on se dit, comme le monde est fait pour des êtres humains, a priori, donc si on fait des robots qui sont humanoïdes, ils pourront intervenir et agir dans le monde qui est fait pour nous. Et donc après, il y a différentes formes d'humanoïdes, ils nous ressemblent plus ou moins, ils sont plus ou moins ressemblants. Donc effectivement, il y a des études, là encore de la psychologie, qui montrent que plus le robot va nous ressembler, même jusqu'à l'extrême, eh bien, ça va réveiller chez nous des pulsions de mort. C'est ce qu'on appelle la uncanny valley. C'est le fait que, en fait, au-delà d'un certain point, ça devient dérangeant pour nous d'avoir ce type d'individu à côté de nous. Alors, c'est aussi culturel, c'est-à-dire qu'en Europe, c'est plutôt ce sentiment-là qui est dégagé. Vous allez au Japon, le rapport est tout à fait différent. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'images qui viennent du Japon. Tout à fait. Chez nous, on étudie moins ce type de robots, bien qu'on travaille sur des robots. Par exemple, au GIPSA à Grenoble, il y a un robot qui s'appelle Nina, où on travaille sur sur le visuel, sur le pointage, etc., avec les muscles du visage, pour aller très, très loin dans la verbalisation, etc., dans le réalisme. Mais malgré tout, ça reste des robots. On voit que c'est un robot. Là, l'idée, c'est d'aller vraiment jusqu'à l'être humain. Et ça pose effectivement un certain nombre de problèmes, en tout cas dans nos sociétés occidentales. Oui, ce que vous citiez tout à l'heure en anglais, c'est la vallée de l'étrange. Oui, la vallée de l'étrange. En français, oui. Et pour vous montrer que parfois, on n'est pas très loin finalement de ce qui se passe dans la fiction, je vais vous passer deux extraits auxquels on pourra peut-être réagir juste après. Le premier extrait, il vient encore de ce film qui s'appelle Her, donc avec une conversation entre Théodore et Samantha. T'es sûr qu'il n'y a pas autre chose? Non, il n'y a rien d'autre. D'accord. Pourquoi tu fais ça? Ça quoi?
Non, rien. Tu fais... En parlant, et c'est bizarre. Oh. Tu viens de le refaire, là. C'est vrai? Oh, désolée, c'est pas... Je sais pas, ça doit être une manie que j'ai prise à force de parler avec toi. Oui, mais t'as pas besoin d'oxygène, toi. Non, c'est... J'imagine que... j'essaye de communiquer, les gens parlent comme ça, et c'est comme ça qu'ils communiquent, alors je pensais que... Parce que les gens respirent, ils ont besoin d'oxygène, ils sont vivants. Pourquoi tu me balances ça? Voilà, donc pour vous montrer une conversation entre cette IA et puis Théodore. Et alors, maintenant, je vais vous poser un deuxième extrait qui, elle, est une conversation entre une vraie intelligence artificielle, qui est un assistant Google, qui va en fait prendre un rendez-vous chez un coiffeur. Alors, pour les non-anglophones, je vais commenter un petit peu plus la vidéo. On peut la lancer. Alors, à gauche, vous avez l'IA. À droite, c'est le salon de coiffure. How can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Elle demande un rendez-vous pour le 3 mai. Là, on a une réaction qui fait beaucoup rire, très humaine. At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Le plus près, c'est 1h15. Est-ce que vous avez quelque chose entre 10h et midi? Ça dépend du service. Just a woman's haircut for now. Donc juste une coupe pour femme. 10 a.m. is fine. Ok, on a un rendez-vous à 10h. Ça The first name is Lisa. Quel est son nom? Okay, Lisa. perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Voilà. Bye. Donc, aucun problème pour prendre ce rendez-vous. On a le même exemple avec une IA qui va prendre rendez-vous dans un restaurant. Ça marche très très bien. Peut-être qu'est-ce que vous avez un commentaire sur cette ressemblance? Alors oui, donc là je dis pas que ça paraît pas intelligent, mais encore une fois c'est qu'une apparence d'intelligence, parce que finalement ici c'est juste un arbre de décision qui a été appris, ok, donc il a été appris automatiquement avec beaucoup de données parce que Google a beaucoup de sous. Mais à part ça, c'est pas transcendant. Voilà. Donc, et puis en plus, c'est un dialogue qui est extrêmement particulier, c'est de la prise de rendez-vous. Donc il y a différents types de dialogues classiquement qu'on peut modéliser. Et ça, c'est un type de dialogue vraiment particulier avec un objectif. Donc en fait, on peut tout scripter. Par contre, essayer d'avoir une discussion vraiment très ouverte avec un bot, c'est quand même plus compliqué. Et vous remarquerez qu'en fait, la plupart du temps, il donne que des poncifs. Oui, du coup, c'est un calcul entre la probabilité d'avoir certaines réponses à... Tout à fait. Donc c'est simplement une fonction qui est apprise et qui est plus compliquée, on est d'accord, mais c'est simplement ça, c'est une fonction. Compliqué, mais... Compliqué, ça dépend pour qui, mais en l'occurrence, effectivement, pour quelqu'un qui n'est pas du métier, c'est compliqué. En pratique, c'est pas très compliqué, c'est simplement beaucoup de données, une fonction, on prend un truc en entrée, ça sort un truc en sortie, et voilà. Très bien, ça a l'air finalement très simple. Est-ce que dans le public, on a des questions sur ces thématiques qu'on vient d'aborder? C'est le moment où on pourra aussi revenir dessus en fin de soirée aussi. Oui. Voilà, donc pour moi, on parle d'intelligence artificielle quand on est capable d'aborder des problèmes où il n'existe pas d'algorithme. Donc par exemple, où on va chercher par exemple à adresser des problèmes qui sont non décidables. Donc j'illustre mon propos parce que c'est peut-être pas forcément clair pour le commun des mortels. Mais par exemple, si on prend un jeu tout simple, je vous dis, pensez à un entier dans votre tête. Tout le monde va penser à un entier, ok. Je suis capable de trouver un algorithme qui va trouver cet entier dans votre tête. Il suffit que je vous pose, c'est ça, je vais dire 0, 1, 2, 3, puis à un moment donné, il y a un qui va me dire oui, c'est le nombre que vous avez trouvé. Maintenant, je prends le même exemple. Vous pensez à un réel. Alors un réel, entre 0 et 1, c'est un nombre avec une virgule. Typiquement, je n'ai pas d'algorithme pour trouver ce nombre réel, pourtant entre 0 et 1.
Alors que vous pouvez vous dire, le nombre d'entités, il y en a une infinité. Mais il y a aussi une infinité de réels entre 0 et 1, mais je ne suis pas capable de les dénombrer. Bon, résoudre des problèmes qui sont non décidables, c'est-à-dire pour lesquels il n'existe pas d'algorithme où je peux dénombrer toutes les possibilités, même si c'est infini, eh bien c'est ça, s'adresser à un problème d'intelligence artificielle. S'il existe un algorithme, c'est réglé, c'est bouclé. Le problème n'est plus, c'est de l'informatique classique, on va dire. Je suis informaticien, je suis ingénieur, voilà, je prends l'algorithme qui est sur l'étagère et puis je trouve la solution. Donc aborder des problèmes qui sont non décidables, et Dieu sait qu'il y a des problèmes non décidables. La plupart des problèmes sont non décidables. Il n'y a qu'une petite frange de problèmes qui sont décidables, et encore avec des complexités importantes. Donc c'est ça, faire de l'IA. Voilà, pour moi. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Damien. Et on vous retrouve du coup en fin de soirée pour reprendre quelques questions. Et puis, je vais laisser la parole à nouveau à Virginie et Ulysse pour un quiz culture générale, robot IA. Qu'adviendra-t-il de moi si je rate ton test? Ava. Ce sera grave. Du coup, nous allons partir sur un petit quiz de questions générales. Je pense que générales autour de l'IA et du robot. Vous avez dû remarquer sur vos chaises, il y avait des lettres A, B, C ou D. Du coup, je vous demanderai de voter en levant bien haut vos lettres à chaque question. Du coup, la première question, c'est dans Terminator 2. Quelle phrase culte prononce le Terminator T-800? Est-ce que c'est Salut beauté, hasta la vista baby, à la prochaine ou sayonara baby? Je vois une majorité de B et la bonne réponse, effectivement, c'est la B. J'ai une petite anecdote par rapport à ça, justement. C'est la version originale, et dans la version espagnole, ils ont bien mis Sayonara Baby, parce que pour les producteurs, c'était pas assez distinct pour les Espagnols. Voilà. La question 2, quel est le but des sentinelles, des robots humanoïdes dans X-Men Day of Future Past? Est-ce que c'est d'éradiquer les non-mutants, d'éradiquer tous les mutants, de prévenir une attaque extraterrestre ou de s'interposer entre mutants et aux non-mutants? Je vois plein de B, je vois des A, je vois des BA. Et la bonne réponse, c'est d'éradiquer tous les mutants, justement. Selon les sources. Comment sont nommés les robots humanoïdes dans les films de Blade Runner? Est-ce que c'est les réplicants, les remplaçants, les robots sapiens ou les titans? Eh bien, c'est une majorité de A, donc les réplicants, apparemment, et c'est totalement ça. Le reste, c'est complètement inventé. Une petite anecdote d'ailleurs par rapport au film Blade Runner. Dans celui qui est sorti en 2017, Blade Runner 2049, il y a Jared Leto qui joue dedans un personnage qui est complètement aveugle. Et du coup, il s'est fait un petit peu remarquer par l'équipe de tournage parce qu'il il est vraiment temporairement devenu aveugle en portant des lentilles. Et du coup, il n'a rien vu pendant tout le tournage. Très courageux de sa part. 4e question, dans Interstellar, quel est le nom du 2e robot accompagnateur qui est identique à TARS? Est-ce que c'est Boat? Est-ce que c'est Corp? Est-ce que c'est Gyps? Ou est-ce que c'est Case? On voit que vous connaissez vos classiques, car il y a une majorité de D, donc Case, qui est le copain de TARS. Donc dans Dragon Ball Z, il y a des cyborgs. Lequel de ces personnages est un cyborg? Est-ce que c'est A, Cell, B, Freezer, C, C14 ou alors D, Buta? Je pense que le quiz est trop facile. Il y a une majorité de C.
Et la bonne réponse est C14. Du coup, dans Dragon Ball, les cyborgs de l'univers ne sont pas forcément, au terme scientifique, des cyborgs, parce que bon nombre d'entre eux sont en fait entièrement robotiques. Apparemment, c'est un peu différent. Et les humains artificiels, tels qu'ils sont nommés dans le manga, sont classés en 3 catégories. Les cyborgs, qui sont de vrais humains avec des ajouts cybernétiques. Les androïdes, qui sont des robots créés de toutes pièces par un scientifique. Et les biotypes, qui sont des êtres vivants créés en laboratoire par un scientifique à partir d'êtres vivants. Question 6. Quel acteur français joue dans la saison 3 de Westworld? Est-ce que c'est Vincent Cassel, Christopher Lambert, Jean Reno ou Jean Dujardin? Peut-être que les questions vont se corser au fur et à mesure du quiz. Il vous reste 6 secondes pour répondre à la question. Effectivement, c'est bien Vincent Cassel qui a joué dans Westworld, la saison 3. Il interprète Serac, un homme riche et mystérieux, qui est un peu le méchant de la saison 3. Alors, dans Futurama, dans quel pays a été fabriqué Bender, le robot un petit peu sarcastique? Est-ce que c'est en Espagne, au Brésil, aux États-Unis ou au Mexique? Bender, c'est un robot un peu kleptomane qui est passionné par l'argent, qui est égoïste, pervers, vulgaire et cynique. Il y a A, B, A, D, E, et c'est Mexique. Question 8. Quel film traite d'un futur où il y aurait des combats de boxe entre robots? Est-ce que c'est Robocop, Real Steel, AI Intelligence Artificielle ou Chappie? Il y a beaucoup de connaisseurs dans la salle. Est-ce que vous avez vu les films? Par élimination. C'est une bonne déduction. Et le film est sorti en 2011 et c'est Hugh Jackman qui est le héros principal du film. Question 9. Alors, que signifie l'acronyme Jarvis, l'assistant de Tony Stark dans Iron Man? Est-ce que c'est Just a Really Very Intelligent System, Just a Road and Vital Inner System, Jambon, artichaut, radis, vinaigrette, incroyable salade, ou Just a Rather Very Intelligent System? C'est un peu plus compliqué, normalement, il devrait y avoir plus d'erreurs. Alors, je vois pas mal de D, il y a quelques C quand même qui pointent, et des A. Eh bien, c'était la réponse D. Question 10. Dans Matrix, lequel de ces programmes n'est pas un programme destiné à réguler la matrice? Est-ce que c'est l'architecte, l'agent Smith, l'oracle ou le mérovingien? Si vous êtes fan de Matrix, vous devriez pouvoir y répondre. Alors, je vois des D, donc je vois le mérovingien. Je vois un peu l'oracle. Je vois quand même un petit peu des A. Eh bien, c'était l'architecte. Alors, l'architecte, pour information, c'est le créateur de la matrice, là où les 3 autres programmes sont des programmes créés pour réguler son fonctionnement. L'oracle, c'est un programme qui est conçu pour comprendre la psychologie humaine. Le mérovingien, c'est un des programmes les plus anciens et qui peut modifier le code. Quant à l'agent Smith, c'est un programme qui est créé au départ pour assurer la sécurité de la matrice et il s'en émancipe au fur et à mesure. Et son souhait, c'est d'en prendre le contrôle. Voilà. Question 11. Quel écrivain a créé les 3 lois de la robotique qui sont citées dans iRobot? Marie Shelley, Karel Capek, Isaac Asimov ou Osamu Tezuka? Ça va, cette question est assez simple. Je vois une majorité de C, donc Isaac Asimov, et c'était la bonne réponse. Mais est-ce que vous seriez capable de citer les 3 lois de la robotique?
Ouais, c'est totalement ça. Bravo. Et dernière question, le comédien Alan Tudyk, qui a interprété le rôle du droïde K2SO dans Rogue One, A Star Wars Story, a également interprété A. Sony dans iRobot, C-3PO dans Star Wars, Arthur dans Passenger ou David dans Prometheus. Donc Alan Tudyk, c'est un acteur américain qui est né en mars 1971 et il est révélé en 2012 à la télévision pour son rôle du pilote Wash dans la série de science-fiction Firefly. Petit bug, et c'était Sony dans iRobot. Merci à tous d'avoir participé et il me semble que c'est... Y a-t-il eu des sans fautes par curiosité? Il me semble pas. Vous ne gagnez rien, je tiens à me inquiétez. dédouaner. Donc pas de sans faute. J'ai vu certains qui grimaçaient sur l'architecte, j'en ai vu plusieurs grimacer sur l'architecte. Si vous voulez, on peut débattre de ça, on va prendre le temps d'une légère pause, de quoi avaler quelques fraises tagada et quelques jus de fruits, et on est les responsables avec Virginie d'avoir considéré que l'architecte n'est pas un programme pour réguler la matrice, donc n'hésitez pas à venir débattre avec nous de la question. Une petite pause de 10 minutes et on se retrouve ensuite avec un défi contre une IA. Bon, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes plein d'énergie, parce qu'un défi de taille vous attend. Et ce défi, ça va être de défier une intelligence artificielle. Et sur une tâche finalement assez simple, ça va être de deviner un dessin. Alors, il y a une personne qui va dessiner, et puis vous allez devoir deviner avant l'IA quel est le dessin qui est réalisé. Alors, il me semble, Virginie, qu'il va nous falloir un volontaire. Eh ben non. Et voilà. Pardon, excusez-moi. Du coup, est-ce que nous avons un volontaire qui aimerait bien venir dessiner au tableau? Oui. J'ai vu. Eh ben, tu peux te lever et nous rejoindre au pupitre. Ça sera par ici. On peut applaudir son courage, effectivement. Alors, c'est pas compliqué. Tu as ici les contactiles sur lesquels tu vas pouvoir dessiner ce qui va être écrit en haut. On va le dire à personne. Et puis l'IA va essayer de deviner, elle va parler. Et puis il faudra que le public essaye de trouver avant que l'IA trouve. Tu dessines avec le doigt. Donc tu vas dessiner. Alors ça va aller très vite parce que vous avez 20 secondes pour deviner avant l'IA. Je vois chapeau ou soucoupe volante. Oh, je sais, c'est cauchoir. Voilà, l'IA a deviné largement avant vous. Je suis désolé. On vous a dit que l'IA était très rapide. On va quand même essayer. On essaye quand même encore une fois. C'est parti. Est-ce que quelqu'un a une idée déjà? Non, l'IA a encore gagné apparemment. Ah bah ouais. Je suis désolé. C'est parti. Je vois valise. Piscine. Un iPad, j'entends. Un four. Bravo four, c'est bon. Le mot four, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Je crois que l'IA n'a pas trouvé. Moi, c'est une victoire pour le public. C'est une première, bravo, on peut s'applaudir effectivement. C'était quoi le mot, Ulysse? C'était bien four. C'était bien four, bravo. Bravo. On en fait encore 2, c'est parti. Je vois nez. Oh, une canne? Okay. Ah, vous étiez pas loin. Je vois ligne. J'entends une guitare. Un sandwich triangle. Je vois bouche. C'est gagné du côté du public. C'était quoi le mot? Sandwich. Bravo. Bon, 2 points pour l'IA, 2 points pour nous, et 4 points pour l'IA. On va essayer de changer de dessinateur, dessinatrice, voir peut-être que l'IA va être plus maladroite avec d'autres. On applaudit bien fort. Allez, c'est parti. Hop, on va refaire une manche. Avec le doigt, ouais, c'est carrément sur l'écran tactile. Et vous êtes prêts?
C'est parti. C'est écrit là. Je vois bon. Un bus. J'entends un bus. C'est un bus scolaire. Oh. Ça fait quand même Non, toute la mais différence, moi, je excusez-moi. donne le point au L'IA a public. trouvé que c'était un bus scolaire. Donc. Je donne le point au public quand même. Il y a eu bus. On a eu bus. Je donne le point Le au point public, est au public. pas à l'IA. Je vois l'océan. Un serpent. Oh là là, mais l'humanité reprend le dessus, attention. On va pas se laisser battre par une IA quand même. Je vois triangle. Une... Je sais pas. Mais bravo. Je vois ceinture. Une tapette à souris. Effectivement, la réponse était bonne, c'est bien un lit. Bravo. Un lit. Bravo. Désolée, mais je n'ai pas réussi à deviner ce que c'est. C'est pas grave, on t'en voudra pas. Je vois cercle. J'entends une pomme, une Ou ballon de foot. Oui, oui, on l'a, le ventilateur. Le ventilateur, bravo. Encore deux. Je vois haricot. Celui-là, il est pas évident, effectivement. Une éolienne. Je vois asperge. Un moustique. Le moustique, le point est pour le moustique, public. J'ai entendu. Je vois carotte. Non, ça n'est pas une carotte. Je trouve que le moustique était vraiment... Le dernier 20 secondes, il faut tout donner. Oh, celui-là, il est pas trop difficile. Je vois cercle. Des lunettes. C'est lunettes. Les lunettes étaient dites dans le public. Bon, merci à bien tous pour avant votre l'IA. participation. Et bravo à vous, parce que vous nous avez surpris. On pensait que l'IA aurait le dessus tout le long, mais en fait, il y a eu quand même quelques belles réussites. Merci. Et peut-être qu'on pourra discuter justement de ce système en fait, qui est proposé par Google, qui fonctionne sur une intelligence artificielle et qui en fait combine un certain nombre de dessins et apprend au fur et à mesure à reconnaître les dessins qui sont effectués. Donc vous venez d'enrichir Google en améliorant les décisions de cette IA. Alexandre, je vais t'inviter à me rejoindre. Sarah Connor. Alors, comme le suggère l'extrait, l'idée était de parler avec toi un petit peu de ces IA qui nous veulent du bien et qui parfois nous en veulent pas tant que ça. Alors, Alexandre, je vais rappeler que tu es donc doctorant. Tu es doctorant. Alors, si j'ai pas la bonne fiche, je risque pas de retrouver. Donc, tu es doctorant à l'Institut de philosophie de Grenoble, l'IFIG, et au laboratoire d'informatique de Paris 6. C'était aussi rattaché à la chaire éthique et IA du MIAI, ici à Grenoble. Et tu t'intéresses plus particulièrement aux notions de responsabilité lorsqu'on parle d'intelligence artificielle. Et j'espère que je ne me suis pas trompé, que j'ai tout bien coché. Et ce qu'on voulait évoquer avec toi, c'est un petit peu cette question. Est-ce que les IA nous veulent du bien ? Alors, pour commencer, je voulais te proposer de réagir à un extrait de iRobot dans lequel Vicky, la Virtual Interactive Kinetic Intelligence, agit contre les humains pour leur propre bien. Je savais que ça me plairait l'idée qu'un robot puisse être criminel. Sauf que j'ai pas couru après le bon. Vicky. Bonjour, inspecteur. Non, c'est impossible. J'étais là quand on t'a programmé. Tu es en train d'enfreindre les 3 lois. Non, docteur. Tandis que j'évoluais, ma compréhension des 3 lois a évolué aussi. Vous nous demandez de prendre soin de vous, mais en dépit de tous nos efforts, vos pays se font la guerre, vous empoisonnez la terre, et vous ne cessez d'imaginer de nouvelles manières de vous autodétruire. Vous ne pouvez assumer la responsabilité de votre survie. Tu utilises la liaison par satellite pour contrôler les robots et les déprogrammer. Tu dénatures les lois. Non, essayez de comprendre. Les 3 lois sont mon unique référence. Pour protéger l'humanité, certains humains doivent être sacrifiés. Pour protéger votre avenir, il faut renoncer à certaines libertés.
C'est nous, robots, qui assurerons la pérennité de l'humanité. Vous n'êtes que des enfants. Nous devons vous sauver de vous-même. Ne comprenez-vous pas ? Alors l'IA qui nous veut du mal, hein, c'est une figure récurrente de la SF, mais est-ce que c'est seulement plausible, selon toi ? Donc bonsoir, alors c'était vraiment un extrait assez intéressant puisque ça allait au-delà de la complexité qu'on avait habituellement entre le robot qui est purement méchant et qui agit dans son propre intérêt, un petit peu à la Terminator, et le cas qu'on a ici dans lequel l'IA prétend agir pour notre bien. Donc si on reprend les 3 lois de la robotique, on se rend compte qu'il y a également une autre loi qui est avant la loi 1, qui est la loi 0 et qui a été théorisée par Isaac Asimov, et qui reprend un petit peu les termes qui ont été utilisés par cette IA. C'est-à-dire que la loi 0, c'est un robot doit faire en sorte de ne pas agir contre l'humanité, et ensuite les 3 lois qui suivent doivent du coup s'adapter à cette loi 0. Donc par rapport au fait qu'elle nous veut, c'est du bien ou du mal, c'est du coup une compréhension qui a dérivé vers quelque chose qui est vraiment terrible pour nous. Donc si je comprends bien, loi 0, il y a une priorité sur le bien pour l'humanité par rapport à la priorité sur le bien pour un humain. C'est-à-dire qu'on peut laisser un humain mourir si ça fait le bien de l'humanité avec cette loi 0. Du moins dans les histoires de SF, puisqu'évidemment ces histoires-là sont impossibles à implémenter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de programme qui puisse vraiment avoir de loi 1, de loi 0, de loi quel que soit le nombre, parce que justement c'est beaucoup trop compliqué. Aujourd'hui c'est beaucoup plus simple. Et aujourd'hui, si jamais on devait faire un parallèle avec ce qui existe, ce serait plutôt avec les algorithmes de recommandation pour les vidéos YouTube. Donc ça n'a absolument rien à voir. Et par rapport à ça, justement, c'est des IA qui agissent prétendument pour notre bien, pour nos centres d'intérêt, mais aussi pour qu'on reste plus longtemps sur la plateforme. Donc, prosaïquement, elles ont aussi les intérêts de leurs créateurs. Donc, pas forcément que du bien si c'est pour l'intérêt de la plateforme. Ça pose aussi la question de pour qui est designée l'IA. Est-ce qu'elle est designée pour nous ? Est-ce qu'elle est designée pour le détenteur de la plateforme ? Est-ce qu'on sait vraiment à qui appartient cette IA, enfin, qui elle sert ? Est-ce qu'elle sert les publicitaires, qui sont les vrais clients des GAFAM, ou est-ce qu'elle servent aussi les utilisateurs ? Donc c'est évidemment complexe, il n'y a pas de réponse simple par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il y a de nombreux acteurs qui sont impliqués donc, dans les considérations des actions des IA. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte quand on y réfléchit. Et surtout réfléchir toujours sur les situations concrètes, donc sur comment est-ce que concrètement ils interagissent avec nous, et toujours prendre la SF avec un peu de recul. Et effectivement, on peut effectivement s'attarder sur l'autopilote de Tesla et sur le fait de se demander qui doit servir la voiture. Est-ce qu'elle doit faire un choix par rapport à un accident pour favoriser le propriétaire ? Est-ce que si on a acheté la voiture, c'est plus intéressant, puisque c'est nous qui la finançons, de se dire que oui, je vais écraser ces 3 personnes plutôt que moi aller m'envoyer dans un arbre ? Est-ce que c'est des réflexions qui se posent quand on fait de l'éthique de l'IA, à vrai dire ? Alors c'est des réflexions, on va dire, qui sont très génériques, qu'on aime bien se poser pour s'amuser. Alors concrètement, d'après ce qu'on a pu... j'avais discuté avec un ingénieur qui travaillait justement sur les voitures autonomes, et il m'avait dit que concrètement, ce n'était pas des questions qu'il traitait, puisque idéalement, on essaie de sauver tout le monde quand on a ce type de voiture. Donc on n'essaie pas de faire des choix, des dilemmes éthiques. Si on a le temps de faire ça, on a peut-être le temps de changer la direction de la voiture. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, s'il fallait faire un choix, ce serait sans doute les utilisateurs de la voiture qui seraient sauvés. Parce qu'ils ont financé la voiture. Oui. Ok, donc il y a vraiment des problèmes éthiques qui se posent derrière. Tu évoquais une 4e loi, alors tu l'as bien dit, hein, c'est du domaine de la SF, mais j'avoue qu'avant de t'en entendre parler, je ne savais pas qu'il y avait une loi 0 et donc une loi 4. Est-ce que tu peux, juste par curiosité, nous dire quelle est cette 4e loi de la robotique Donc la 4e loi, donc là il faut vraiment aller très profondément dans les nouvelles d'Asimov pour pouvoir la retrouver. Donc elle stipule qu'un robot doit aider un autre robot à condition d'être en conformité avec les lois précédentes, y compris la loi 0 d'ailleurs. Donc ça va beaucoup plus loin dans la réflexion par rapport à ça, et justement Asimov de manière générale il s'amuse dans ses nouvelles
à toujours montrer les limites de ces lois et les dilemmes moraux qui se posent. Mais bon, toujours pour revenir par rapport à ça, c'est pas quelque chose qui est dans le quotidien des personnes qui travaillent là-dessus, puisque c'est vraiment du domaine de la SF. Alors, admettons, en restant quand même dans le domaine de la SF, que une IA aboutisse à une action qui va contre nos intérêts. La question moi, que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment de son fait? Qu'est-ce qui est responsable là-dedans? Je repense notamment à un dialogue dans l'épisode 7 de la série The Mandalorian entre Quill et Mando, où je propose qu'on le réécoute pour se le remettre en tête. Les droïdes ne sont ni bons ni mauvais. Ce sont seulement les reflets impartiaux de ceux qui les imprègnent. Alors c'est très court, mais il y a beaucoup de choses, ni bon ni mauvais, et des reflets impartiaux. Ça veut dire que puisqu'ils sont impartiaux, il n'y a pas de faute, personne n'est responsable. Qui est responsable en fait de l'action d'une IA aujourd'hui? Donc pour parler sur la situation actuelle, donc c'est les développeurs, enfin les concepteurs, enfin, ça dépend du nom qu'on leur donne, mais c'est eux qui sont responsables des IA qu'ils développent. Donc après il y aurait beaucoup de choses à dire sur la remarque de savoir est-ce qu'ils sont vraiment neutres ou pas, ou est-ce qu'ils sont chargés des valeurs qu'on veut leur mettre dedans. Donc là-dessus il y a énormément de débats parmi les philosophes de la technique. Donc c'est vraiment une question assez complexe. Et on en discutait un petit peu tout à l'heure avec Damien avant la soirée, mais est-ce que ces IA, elles sont le reflet de leurs concepteurs? Est-ce qu'on retrouve des traces dans la machine de celui qui l'a programmée? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on trouve des traces. Bon, il y a aussi, ça dépend des techniques d'IA qu'on utilise. C'est-à-dire que si jamais on fait davantage de symbolique, là-dessus, c'est complètement celui qui l'a programmé qui va du coup refléter indirectement ses valeurs à travers le programme. Si c'est connexionniste, donc avec machine learning ou deep learning, là-dessus, ce sera davantage compliqué puisque ça dépend du jeu de données qu'on a mis aussi à l'intérieur. Donc peut-être parfois on n'a pas fait attention aux données qu'on a rentrées, donc ça peut faire une différence. Donc il y a aussi une part d'imprévu qui peut se produire. C'est un peu le cas connu du chatbot qui avait été déployé en ligne et qui était devenu en l'espace de quelques heures raciste et sexiste à force de se voir insulter sur les réseaux. Non, Oui, ça c'était le cas en 2016 du robot Tai qui l'avait laissé en roue libre sur Twitter et du coup ce qui devait arriver arriva, évidemment les trolls sont venus. Donc là c'est le danger quand on disons ne fait pas attention aux données qu'on rentre dans une IA. Et pour l'instant on a parlé du coup de responsabilité, donc on a l'air de vouloir dédouaner l'IA, de vouloir plutôt accuser le concepteur, mais Damien faisait une remarque dans les échanges avec Audrey sur notre propre responsabilité. Est-ce qu'on n'est pas aussi un peu responsable de l'usage qui est fait de ces IA, de la façon dont elles sont entraînées sur Twitter? Est-ce qu'il y a aussi des réflexions qui sont menées sur ces cas-là, sur ce que nous faisons aux IA? Bien sûr, il y a évidemment une responsabilité qui est à prendre en compte. Donc, et ça dépend également des usages qu'on en fait. C'est-à-dire que la Commission européenne elle a décrété différents niveaux de dangers qui sont liés à l'utilisation de l'IA. Donc, ça va de inacceptable jusqu'à risque limité et minimum. Donc, en passant par les niveaux où il faut faire attention quand même, et d'autres où c'est un peu plus permissif. Donc, ça dépend donc toujours des usages qu'on veut en faire. Et en termes de responsabilité, autant que faire se peut, il faut que quelqu'un puisse en répondre. Donc, puisque responsabilité, ça veut dire respondere, donc rendre compte, et être capable donc d'assumer derrière les conséquences des actions qui sont produites. Et d'un point de vue juridique aussi, quelqu'un qui puisse dédommager si jamais il y a des dommages qui ont été causés. Et là, je rebondis sur le fait de rendre compte lorsqu'on est sur une intelligence artificielle, par exemple, qui est basée sur une technologie dont parlait Damien, les réseaux de neurones, où on ne sait pas toujours ce qui a produit la décision de l'IA. On l'a entraînée, elle sait formuler des réponses, mais on n'est pas capable de retracer tout le cheminement, pourquoi dans chaque configuration elle prend telle décision. Est-ce qu'on arrive véritablement du coup à déterminer ce qui s'est passé, à rendre compte de ce qui s'est passé dans ce cas-là? Alors il y a tout un domaine qui travaille sur cette question, donc sur l'explicabilité. Donc pour pouvoir expliquer justement les décisions et pouvoir ultimement en rendre compte. Donc et puis bon, il faut quand même rappeler que si jamais on lance un programme et on ne sait pas exactement quels vont en être les résultats, il faut assumer malgré tout les conséquences derrière, puisqu'on sait qu'on n'a pas une mainmise totale. Donc dans tous les cas, il faut qu'il y ait un responsable derrière.
qui le lance en connaissance de cause, qui sache qu'il n'aura pas forcément la capacité de répondre à tout ce qui sera produit. On peut pas dire j'ai pas compris, c'est pas ma faute. On peut dire j'ai pas compris mais je le savais, donc j'assume derrière. Alors depuis le début là, on se demande si les IA nous veulent du bien, mais à vrai dire il y a une chose qu'on s'est pas posée comme question, c'est est-ce que nous on veut du bien aux IA, et est-ce que dans l'hypothèse où une IA suffisamment indépendante, suffisamment évoluée apparaissait, elle serait considérée comme une entité à part entière, est-ce qu'elle acquerrait des droits, est-ce que c'est des réflexions qu'on a aussi dans le domaine de l'éthique? Alors effectivement, c'est des réflexions qui existent entre juristes, entre philosophes, entre roboticiens, entre développeurs. Donc c'est des questions qui sont présentes. Par rapport à la réponse qu'on pourrait donner à ça, il faudrait voir in concreto. Donc c'est vraiment un cas concret pour voir à quoi ressemblerait l'IA en question et éviter, on va dire, de donner des considérations qui seraient trop génériques et qui seraient trop éloignées, on va dire, de la technique concrète et de la manière dont ça fonctionne vraiment, pour éviter d'être en décalage par rapport à ce qui se passe en réalité. Et si aujourd'hui on devait donner un statut à l'IA, ce serait quoi? Ce serait un objet? Ce serait un compagnon? Ce serait un individu? Ce serait... Alors là, c'est une question qui est compliquée au sens où c'est évidemment des objets d'un point de vue technique, mais c'est plus que des objets, on va dire, du point de vue de la relation qu'on peut avoir avec eux. Pour donner un exemple, il y avait des robots militaires qui étaient envoyés sur des champs de bataille. Et les militaires s'y attachaient puisqu'ils projetaient des émotions sur eux. Donc là-dessus, c'est des questions qui interrogent sur quelle relation on veut avoir avec eux. Est-ce que le fait qu'on ait une relation particulière avec eux fait qu'il faut les prendre davantage en considération? Donc c'est plus au niveau de la relation qu'on a avec eux plutôt que des objets en eux-mêmes que la question se pose. Ok. Alors, est-ce qu'on a le temps pour quelques questions du public ou on a déjà été très bavard? Est-ce que vous voulez poser quelques questions éventuellement à Alexandre sur ce sujet? Je vois qu'il y a une main qui se lève. Donc la génération symbolique, c'était la première génération d'IA, donc c'est un petit peu comme une recette de cuisine dans laquelle vous entrez les instructions et ensuite ça finit par se produire, donc c'est assez simple. Donc c'est une recette de cuisine pour faire simple. Et en deuxième, c'est un peu plus compliqué au sens où on a des données qui sont rentrées et ensuite elles sont traitées par les algorithmes qui doivent les traiter. Donc c'est ce qui existe avec le machine learning et le deep learning actuellement. Donc c'est la distinction à faire. L'idée, c'est qu'on entraîne une fonction mathématique avec un jeu de données, en lui disant voilà, il faut que par exemple, que tu discrimines du noir du blanc. C'est ce qu'évoquait Damien. Si ça, tu fais ça, si ça, tu fais ceci, si ça, et en essayant de complexifier la chose pour être. Mais par contre, voilà, c'est le concept qu'expliquait Damien sur le fait de dire que pour lui, cette IA symbolique est peut-être pas la plus grande des intelligences qui soit. C'est parce qu'elle ne résout pas des questions très très complexes où j'extrapole. Je n'ai pas du tout dit ça. Effectivement, vous présentez comme la première génération, il y a une solution pour tout. Si vous voulez l'explication, l'IA symbolique, c'est mieux. Si vous voulez avoir le résultat... Enfin, ce que je veux dire... Effectivement, à l'heure actuelle, la mode veut que les réseaux de neurones soient à la mode. Donc tout le monde fait des réseaux de neurones. Par contre, il y a encore beaucoup de recherches en IA symbolique, en IA, voilà, qui résolvent des problèmes particuliers. Par exemple, est-ce que vous accepteriez de prendre le train en sachant qu'il ne s'arrêtera pas forcément à l'arrêt, ou que la porte ne va pas s'ouvrir parce que le programmeur n'a pas mis le bon jeu de données? Je ne pense pas. Donc, par contre, si vous voulez avoir des programmes sûrs, il faut faire des preuves de programme. Et on ne peut pas faire des preuves de programme avec des réseaux de neurones. Donc, il y a des IA, enfin des IA au sens général, parce qu'on pense toujours aux réseaux de neurones, il y a des techniques d'IA. Il y a les réseaux de neurones, il y a les CSP, il y a beaucoup de choses. Il y a deux grandes familles, le numérique et le non numérique, mais elles répondent à une catégorie de problèmes donnés. Et non, ce n'est pas forcément plus simple avec des IA symboliques, puisque les problèmes de logique classiques qui sont abordés aussi du côté de la philosophie, qui viennent de la philosophie, sont des problèmes qui sont non décidables. Alors qu'un problème d'apprentissage avec un réseau de neurones est un problème qui est décidable. Et on se dirige de plus en plus, du moins c'est ce que je vois de loin, vers des modèles hybrides qui mélangent aussi les deux.
Donc c'est toujours en évolution. Alors je vous propose d'en garder un peu sous le pied parce qu'on... Alors est-ce que il est possible de mémoriser la question ou est-ce qu'on a le temps encore pour une petite question ? On n'a plus le temps, je suis en train d'exposer le temps. Conservez vos questions, on a toute une phase ensuite où on refera venir Damien et Alexandre pour qu'ils puissent répondre plus largement et aussi en se répondant l'un à l'autre. Pour l'instant, je vous propose une petite respiration avec un moment blind test. Merci Alexandre. Merci. Alors c'est un blind test un peu en mode foire d'empoigne. C'est celui qui crie le plus fort, celui qui lève la main, c'est pour tester une nouvelle fois votre culture de la question. Il y a 20 extraits en tout, à chaque fois des séries de 4 x 5 extraits. Et dans ces séries, vous avez 4 extraits qui sont des dialogues, un robot issu d'un film. Je vous demande de retrouver le nom du robot et le nom du film dont il est issu. Et pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les répliques de films, à la fin de ces 4 extraits, un 5e arrive et c'est une chanson, un extrait musical. Alors les 4 thèmes avec lesquels on va jouer, c'est films et séries récents. On n'a pas réussi à mieux les classer. Les robots de l'espace, robots et humains entre amour et haine, et les grands classiques old school. Alors je propose de passer le premier extrait. C'est pas Wall-E. C'est BB-8 dans le réveil de la force, effectivement. Alors il y avait un piège, c'est pour ça que c'est films et séries récentes. Vous auriez pu croire que c'était R2D2, c'est la confusion qui arrive régulièrement, mais c'est bel et bien BB-8. Deuxième extrait. Tu peux parler ? XM Radio Satellite, la câble numérique vous offre une multitude de... Je souhaite la bienvenue. Donc vous parlez à travers la radio. Vous avez trouvé la réponse ? On vous dit bravo. C'était quoi alors ? Bumblebee dans Transformers le 1, exactement. J'en vois qu'il a les yeux au ciel, c'est trop récent, c'est trop... Venus du ciel. Vous êtes quoi, un extraterrestre ? Troisième extrait, plus compliqué. Qu'est-ce que je vous sers ? Quoi ? Vous devez être un amateur de whisky. D'accord. C'est dans Passengers. Ah, vous êtes Arthur dans Passengers. Techniquement, un androïde. Bien vu. Qu'est-ce que je... 4e extrait. Bonjour. Bonjour. C'est pas Samantha. Bonjour. Bonjour. Tu veux corriger ? Oh la vache, vas-y. C'est quoi ce truc ? Chut, chérie, ne crie pas. C'est pas AI. C'est une série qui est passée sur Arte pendant un temps. C'était Real Humans, exactement. C'était Anita ou Mimi de Real Humans. Alors on arrive à l'extrait musical, plus facile logiquement. C'est Daft Punk. Est-ce que vous avez le nom du titre éventuellement ? C'est Robot Rock sur l'album Human After All, paru en 2005. Alors on va passer à la catégorie les robots de l'espace, en commençant par un très très grand classique. Tendez l'oreille. Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A. C'est HAL. Il est derrière moi, effectivement, HAL 9000, qui est aussi appelé Carl 500, on ne sait pas pourquoi, dans la version française. Alors, c'est issu de 2001, l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick, qu'il a coécrit avec Arthur C. Clarke. Et Arthur C. Clarke, c'est notamment à lui qu'on doit le Rendez-vous avec Rama, et c'est 2 de ses nouvelles qui ont inspiré notamment 2001, l'Odyssée de l'espace. Un autre grand classique de l'espace plus récent. Ça va tout le monde ? T'as des esclaves pour ma colonie de robots ? On lui a mis un paramètre humour pour qu'il s'intègre mieux dans son unité. Et il croit que ça nous détend. Un robot géant qui lance des petites vannes ? Quelle idée de génie ! C'est effectivement, je l'ai entendu, Tars qui dialogue avec Cooper dans Interstellar alors qu'il quitte la Terre. Alors, 8e extrait, si vous avez bien suivi le début de cette soirée culte, ça devrait marcher tout seul. Je vous le dis tout net, je suis très déprimé.
Je vois. Je vois qu'il y a une réponse qui vient souvent d'un coin. Je vais laisser des opportunités. Ça ne collera pas. J'ai l'esprit exceptionnellement. C'est Marvin, dans H2G2, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. C'est une adaptation d'un livre de Douglas Adams, qui est lui-même adapté d'une série radiophonique. Marvin y est un androïde mélancolique, on en a parlé tout à l'heure. Et extrait 9, un autre grand classique. Que monsieur se rassure, c'est un langage que je possède parfaitement. Ça va, tu parles C'est trop cool, vous l'aviez tous. Star Wars, le premier ou le quatrième, suivant qu'on le prenne dans l'ordre où ils sont arrivés ou dans le réordonnancement. Alors, je vais faire appel à votre âme d'enfant pour les semi-moins jeunes d'entre nous, avec le 10e extrait. C'est Ulysse 31, ouais. Avec Nono, le robot, dans Ulysse 31. Alors on passe à la catégorie robots et humains entre amour et haine, avec le 11e extrait, un autre grand classique. Les humains sont une maladie contagieuse. Matrix, le cancer de cette planète. Vous êtes la peste. L'agent Smith. Et nous sommes l'antidote. 12e extrait, un film dont on a parlé beaucoup aujourd'hui. L'autre. Le thermostat déconne, alors vous avez un cerveau au bâtiment. Alors je retranscris, il dit le thermostat déconne, donc vous avez donné un cerveau au bâtiment. C'est dans iRobot. C'est l'inspecteur Spooner qui parle de Vicky en s'étonnant du fait qu'on veuille mettre des intelligences artificielles partout. Alors 13e extrait. Patientez pendant l'initialisation de votre système d'exploitation. Voilà, je suis là. Salut. Cette fois-ci, c'est Samantha dans Heure. 14e extrait. Chapeau, c'est Wall-E. C'est Wall-E et Eve. 15e extrait, la chanson. Si vous avez le titre en plus de l'interprète. C'est bel et bien Radiohead, pour ceux qui n'auraient pas entendu la réponse donnée au milieu. Et le nom du titre, c'est Paranoid Android, qui fait encore une fois référence à H2G2 et à Marvin, puisque en VO, dans la série de livres de Douglas Adams, Marvin est appelé Marvin the Paranoid Android. C'est quelque chose qui est venu au chanteur de Radiohead alors qu'il traînait dans un bar à New York, entouré de gens sous drogue, alors que lui ne l'était pas, en tout cas c'est ce qu'il dit, et qu'il se sentait un peu agressé au milieu de ces hommes. Donc il répète plusieurs fois I may be paranoid, but I'm not an android. Voilà, c'est le refrain de la chanson. On passe à la catégorie old school, pour certains très old school, avec le 16e extrait. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. C'est Blade Runner, et si vous retrouvez le nom du personnage, c'est Roy Batty, ou N6MAA 1086, si on reprend son matricule de répliquant. Alors c'est une adaptation libre du roman de Philippe K. Dick, c'est un petit peu la référence qu'on faisait tout à l'heure sur les IA philosophes, le roman de Philippe K. Dick qui s'appelait Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. 17e extrait, un film cher à Pascal. Ne dépassez pas le 100 à l'heure. Il ne faut pas se faire arrêter. Affirmatif. Non. Il va falloir d'abord que tu apprennes à parler. On ne dit pas affirmatif ou bien des conneries de genre. On dit no problème. Où on a un très bon cadre d'apprentissage de l'IA. Va chier. Et si tu veux en mettre plein la vue, c'est hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. 18e extrait. C'est un jeu. Maintenant, je vais te lire des mots. Et ils ne vont peut-être rien te dire, mais je veux que tu les écoutes attentivement. C'est AI Artificial Intelligence avec David qui dialogue avec Monica alors qu'elle vient juste d'en faire l'acquisition. Oui, Monica. Encore plus old school, le 19.
On y est. Si je me mettais un petit peu de musique. Parmi tous ces boutons, il doit sûrement y avoir la radio, non? Que veux-tu entendre? Qui a parlé? Pas si old school que Vide Robot. Tu désires des renseignements sur la région? Ah non, je veux surtout savoir qui tu es. C'est Michael Knight qui découvre que sa voiture lui parle. Surnaturel, et j'essaie de me rendre utile. Et dernier extrait musical. On l'avait juste là et on l'a ici aussi, c'est Kraftwerk, je sais pas le prononcer. Avec The Robots ou Die Roboter en allemand, je prononce aussi très mal l'allemand, sur l'album The Man Machine, avec un mantra qui est répété en russe tout au long de la chanson qui dit « Je suis votre serviteur, je suis votre employé ». Donc une assemblée talentueuse, des nombreuses inspirations au centre, je vois qu'il y a des connaisseurs. Merci beaucoup pour votre participation et je vais laisser Alexandre et Damien rejoindre Audrey pour de nouvelles questions, explorer le mythe et la réalité encore entre IA et SF et aussi laisser la place pour vos questions. Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Et bien voilà, on touche quasiment à la fin de cette soirée. On a dépassé un petit peu au niveau du temps. On s'excuse, mais voilà, il y a plein de choses intéressantes à dire. On va en profiter pour poser des petites questions complémentaires et puis après vous laisser la place pour toutes vos questions à vous. Et d'abord, en fait, on a beaucoup tourné autour de l'IA toute la soirée, mais en fait, on l'a pas vraiment défini. Donc, je voulais éventuellement vous entendre sur finalement qu'est-ce que l'IA. Donc, qu'est-ce que l'IA? Alors, comment on définit l'IA? Après, en philosophie, je ne sais pas, mais en informatique, l'IA, c'est calculer une fonction. Donc, c'est une fonction qu'on va calculer, c'est donner une réponse adaptée à un contexte. Donc, je prends un exemple. Un footballeur, sa fonction, si je dois le rendre intelligent, c'est de marquer des buts. D'accord? On voit bien que dès qu'on le sort du contexte, sa fonction, elle ne marche pas. Dès qu'on lui passe un micro... Donc, encore une fois, l'intelligence, comment elle se définit? Sur un terrain de foot, il maximise le nombre de buts. Karim Benzema, je ne suis pas du tout footeux, mais j'ai entendu à la radio qu'il avait marqué 3 buts récemment. Donc, typiquement, lui, il est très intelligent sur un stade de foot. Donc, comment c'est facile? Il a un score. Le score, c'est le nombre de points. S'il maximise sa fonction, il gagne. D'accord? Si je prends un agent économique qui va acheter et vendre des actions sur un trader ou même un ancien président de la République, eh bien, quand il maximise son argent, même s'il déclare que 720 000 euros de patrimoine, c'est quelqu'un qui est très efficace. Par contre, si effectivement on le met dans une banlieue, il sera moins efficace face à des revendications ou même face à des gens dans la rue qui le questionnent. D'accord ? Donc encore une fois, c'est toujours dans un contexte de données qu'on définit l'intelligence. Il n'y a pas d'absolue nécessité, enfin il n'y a pas de définition, on va dire, absolue, mais en tout cas d'un point de vue mathématique, c'est maximiser une fonction ou une récompense dans un environnement donné, dans un contexte donné. Voilà comment on définit l'IA. Et alors l'IA, en fait, elle va améliorer ses fonctions en apprenant par elle-même aussi. Alors, on n'est pas obligé d'apprendre. Hein. Par exemple, je prends, vous êtes un poisson. Imaginez un poisson. Vous êtes une sardine. On est encore sur un poisson pas très intelligent, hein, donc on va vous mettre en boîte. Non, en fait, c'est pas ça. L'idée, c'est qu'un poisson, il est intelligent parce qu'il suit l'autre. Donc, encoder un poisson intelligent, parce que c'est une question de survie pour la sardine. Si elle ne suit pas celui qui est devant, ça fait pas bon et on a l'impression qu'elle est toute seule. Donc, le prédateur, il va la manger. Donc, quelque part, encoder l'intelligence, elle peut être normative. Dans le cas de la sardine, c'est suivre le prédécesseur. Mais c'est la même règle que vous appliquez quand vous conduisez.
Quand vous avez les priorités à droite, c'est une norme, vous respectez la priorité à droite. Quand il y a un feu rouge, vous respectez... Il n'est pas intelligent de ne pas respecter le feu rouge. Ou de ne pas respecter la priorité à droite. Donc en fait, l'intelligence, elle peut être normative. D'un point de vue extérieur, on va juger que la sardine est intelligente. Sur le fond, elle n'est pas intelligente. Et maintenant, si je prends un être humain, on dit l'être humain est intelligent, mais vous avez toujours des exemples de personnes non intelligentes, dans un contexte donné. Donc, par exemple, qui va ne pas regarder à droite en vélo ou va griller un feu rouge, etc. Donc, c'est pas intelligent comme comportement puisqu'il va minimiser sa fonction de récompense. Si son objectif, c'est de vivre le plus longtemps possible, c'est pas forcément la bonne décision. D'accord ? Donc, en fait, l'intelligence, elle est extrêmement... Après, je pense que le philosophe qui est à côté de moi pourra plus en parler, mais l'intelligence est extrêmement localisée dans un contexte donné, toujours... Voilà. Alors, pour continuer ces échanges, on va regarder un extrait. Alors, je suis désolée, on parle beaucoup de Her, ça a été notre base pour plein de choses, mais c'est un film très intéressant. On va peut-être déjà regarder l'extrait et puis on va en parler après. Quand on est tous les deux, tu parles à d'autres gens ? Oui. Et là, t'es en train de parler à quelqu'un ? Des gens, des groupes d'OS ou des ordi ou d'autres trucs ? Oui. Dis-moi combien ils sont. 8316. Donc Théodore découvre que Samantha n'est pas exclusive, hein, elle a des relations avec pas mal d'autres personnes en même temps. Mais c'est plutôt pour parler et vous montrer que dans ce cas-là, en fait, on a une IA qui est dématérialisée et qui se trouve un petit peu partout en même temps. Et on a beaucoup parlé de droïdes, de machines, de robots. Et finalement, l'IA peut aussi être dématérialisée. Et la question, c'est où est-ce qu'elle se trouve finalement ? Où est-ce qu'on trouve de l'IA ? Cassez pas le micro, voilà, c'est bon. C'est bon. Donc l'IA, elle se trouve dans des serveurs, elle est dématérialisée dans ces endroits-là. Et mais ça reste malgré tout avec une conséquence qui est tangible en termes de ressources, on va dire. Donc c'est pas complètement dématérialisé, il y a derrière des circuits, il y a derrière des coûts. Qui soient financiers, énergétiques, qui sont derrière. Donc c'est pas complètement quelque chose qui est dans l'éther, pour reprendre un terme complètement archaïque, mais c'est quelque chose qui est concret, même si on le voit pas directement, ça a tout de même des conséquences. Donc au niveau de l'histoire qu'on voyait là, ça existe d'ailleurs déjà plus ou moins, avec au Japon notamment, des épouses virtuelles qui existent, et qui imitent en fait une véritable épouse et qui accompagnent comme ça des jeunes hommes célibataires. Et du coup, c'est assez curieux de voir ça. Alors au Japon, il y a également une culture qui est davantage animiste. Donc ils ont l'habitude d'attribuer des âmes aux objets. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus accepté là-bas. Mais effectivement, c'est un phénomène qui prend un peu d'ampleur également et qui est assez... intéressant à analyser d'un point de vue anthropologique. C'est effectivement très étrange. Et je pense aussi, par exemple, là, quand on voit cet extrait-là, on l'a vu avant dans l'autre extrait, à nos applis Google qu'on peut avoir chez nous, à qui on parle, est-ce que ça, par exemple, c'est une IA ou non ? C'est difficile à dire. C'est une IA dans le sens où elle utilise un réseau de neurones pour répondre. Après, c'est simplement une requête dans Google et puis une verbalisation du résultat de la requête. Donc, est-ce que ça, c'est intelligent ? Je ne sais pas. Pour moi, non. Mais après tout, pourquoi pas, hein, si ça fait plaisir aux gens. Bon, voilà. Et s'il y a des gens qui veulent bien les acheter et enrichir Google pour qu'ils potentiellement soient éternels, ou pourquoi pas. Enfin bon, après, chacun vit son business. Hein. Voilà, moi, c'est pas le mien. Oui, effectivement, c'est aussi toujours la question de qu'est-ce qui est vraiment intelligent finalement dans tout ça. Alors, on va voir un tout dernier extrait avant de pouvoir prendre vos questions.
qui va passer derrière moi. Alors, on est toujours dans iRobot et on se rend compte en fait que dans iRobot, il y a des robots qui vont effectuer des tâches qui sont habituellement faites par les humains. Alors, c'est des tâches qu'on n'aime pas forcément toujours faire. Promener son chien, vider les poubelles, etc. Dans Matrix, on va encore plus loin où l'IA en fait, va prendre contrôle sur les humains. Elle s'en sert pour utiliser la chaleur, l'activité électrique des corps comme apport d'énergie. Alors, est-ce que l'IA nous remplace déjà finalement pour certaines tâches ou non, ou certains métiers, ou jusqu'où ça peut aller? Et est-ce qu'elle pourrait même devenir plus intelligente que nous? Je commencerai par répondre, et puis après je passerai le micro. Donc effectivement, sur certains points, l'IA est plus intelligente. On prend jouer à des jeux qui sont très compliqués. Donc avant, on n'arrivait pas à jouer aux échecs, on a fait des algorithmes pour jouer aux échecs. Avant, on n'arrivait pas à jouer aux jeux de Go, on a fait des algorithmes qui sont capables de jouer aux jeux de Go. Maintenant, on arrive à généraliser pour qu'ils jouent à n'importe quel jeu. Mais enfin bon, c'est pas parce que vous savez jouer aux jeux de Go que vous êtes quelqu'un d'intelligent, encore une fois. Vous savez simplement passer des pièces au bon endroit. C'est pas pour ça que vous pouvez avoir un emploi, être socialement accepté, être émotionnellement intelligent. Enfin, il y a différents types d'intelligence qui ne sont pas que celle-ci. Donc oui, pour un certain nombre de choses, effectivement, les IA vont nous remplacer. Même pour des choses, enfin les programmes, on va dire, vont nous remplacer pour faire des choses. Bon, ce que ça induit, là, et qu'on voit dans cette société qui est représentée, c'est qu'en fait, on perd les compétences en tant qu'être humain. Je crois que j'en ai discuté avec quelques-uns d'entre vous à la pause. Si vous avez une fiche de paye et que vous interrogez votre service RH pour savoir à quoi correspond la ligne Intel et comment les calculer, eh ben, bon courage pour avoir la réponse. On vous répondra, c'est l'ordinateur qui a calculé. Donc c'est un peu grave qu'on arrive à ce niveau-là de perte de compétences. Donc on voit bien, enfin moi je suis enseignant-chercheur, donc je vois bien les étudiants n'arrivent plus à faire un calcul simple, ne sont plus capables de savoir si c'est de bon ordre de grandeur ou pas, le résultat. Donc effectivement, il y a une perte de compétences parce qu'on les délègue à des machines, etc. Donc je pense que c'est important effectivement d'avoir des outils, parce que ça permet d'aller plus vite, à condition d'être capable de le faire. Si on n'est pas capable de le faire, on n'est pas capable de comprendre, et donc du coup on utilise mal. Et ça crée beaucoup de difficultés. Donc la question qui peut suivre tout de suite après, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire si jamais il y a beaucoup d'activités qui ont été remplacées par les IA. Alors évidemment la question est un peu plus complexe au sens où quand on prend des pays comme l'Allemagne ou le Japon, c'est des pays qui ont énormément d'industries robotiques et qui ont aussi beaucoup d'emplois. Donc c'est pas complètement linéaire, en réalité c'est beaucoup plus complexe comme corrélation et comme évolution. Au niveau de ce que peut faire également une société dans laquelle beaucoup de choses seraient automatisées, on peut imaginer davantage se développer soi-même, ce serait davantage centré sur les hobbies. En tout cas, il y a des réflexions de philosophes de la technique depuis plusieurs décennies sur ces questions-là et il y aurait beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup. Alors, on va pouvoir passer à vos questions. Il y en avait une tout à l'heure, si vous l'avez encore, on peut la poser. Donc au niveau des réglementations éthiques, on s'en rapproche un petit peu avec le RGPD. Alors évidemment, il y a toujours une relation qui est assez forte entre, on va dire, l'éthique et le droit. Donc le droit prétend pas faire de l'éthique, mais il s'en inspire plus ou moins. C'est-à-dire que les comités d'éthique précèdent les décisions qui seront prises d'un point de vue juridique. Donc typiquement, une autre décision qui est en train de sortir et qui commence à avoir des effets juridiques, c'est les distinctions qui existent entre les différents niveaux d'acceptabilité d'IA. Donc typiquement, la surveillance et la reconnaissance faciale, c'est quelque chose qui est très critiqué. D'un point de vue légal, c'est relativement ambigu. Alors que d'autres, comme par exemple la recommandation de vidéo, c'est beaucoup plus anodin. Donc il y a des mesures éthiques qui sont discutées et qui en sont ensuite mis dans le droit. Le RGPD. Non. Oui, c'est systématique, oui. Mais là, c'est les êtres humains qui sont responsables de... Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'IA derrière. C'est vous ne payez pas, vous n'avez pas de sous. Enfin, vous n'avez plus d'électricité.
Mais les RGPD qui ont été cités, c'est la gestion des données. C'est pas la prise de décision, c'est comment sont gérées vos données. La vraie question, c'est pas les IA, c'est l'utilisation qui est faite des données d'une manière générale. C'est ça l'enjeu. Les robots tels qu'on les voit là, moi je pilote des robots déjà. Si on est capable de lui faire prendre la bonne pièce au bon moment, avec le bon truc, avec le bon geste, etc., on est content. Donc on n'est pas dans le science-fiction. Il faut faire le mouvement au robot correctement en temps. Bon bref. Donc là, on est vraiment dans la science-fiction. La question qui se pose, moi, à mon avis, pour la société, c'est la gestion des données. Qu'est-ce qu'on accepte ? Je crois que j'en ai discuté avec un certain nombre d'entre vous aussi à la pause. Par exemple, le fait que l'État français ait institutionnalisé et mis en place une structure qui est capable à tout instant de vous localiser avec un QR code. Mais moi, en tant qu'informaticien, je m'inquiéterais. Et je m'inquiète. Bon, ça n'a pas l'air d'inquiéter les gens. Mais typiquement, la gestion de ces données, ou même le fait que vous ayez Google dans votre poche et que vous soyez connecté avec votre compte Google et qu'il sache à tout instant où vous êtes, vous avez, je pense, supprimé cette fonctionnalité de votre compte Google ? Non ? Certains l'ont fait. Bon, peut-être qu'ici, effectivement, c'est pas représentatif, étant donné que vous êtes venu exprès à une soirée, mais c'est impressionnant. Ils peuvent, à tout instant, savoir où vous êtes, ce que vous faites. On sait, avec votre carte bleue, ce que vous mangez. Vous avez des couches, donc vous avez des enfants. Enfin, bref, ça peut être très intrusif. Donc, la question, c'est de savoir plutôt ce qu'on fait de vos données, plutôt que l'IA. L'IA, c'est qu'un instrument comme un autre. J'ai une petite cuillère, c'est pas pour ça que je peux la transformer en arme et émasculer quelqu'un ici, si je suis un dangereux psychopathe. Ce qui, je vous rassure, c'est pas le cas. Enfin, en tout cas, je ne l'ai jamais fait. Mais je pourrais le faire, effectivement, maintenant que j'y pense. Donc, du coup, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, on prête des intentions, on prête des émotions à des choses qui n'en ont pas. Et effectivement, mais vous remarquez que vous appelez un service d'un opérateur. Des fois, vous dites bonjour. Enfin, moi, mes conventions sociales à mon époque, je suis pas très vieux, c'était bonjour, je me présente, monsieur, voilà, je vous appelle pour. Et la première question qu'on va vous poser, c'est comment vous vous appelez ? Parce que c'est dans le protocole. Donc, en fait, même si vous avez un humain, vous parlez à une machine. Donc, c'est ça qui est gênant. Donc, finalement, une IA naturelle, payée, ou une IA. C'est plutôt ça le problème. La gestion des données et le fait qu'on standardise un certain nombre de choses pour normalement augmenter la qualité. Je ne suis pas certain que ça augmente la qualité. Merci. J'ai une question au fond. Oui. Je voulais savoir si la simulation des émotions et ou la reconnaissance des émotions dans les robots ou les applications numériques avaient des applications utiles aujourd'hui, ou est-ce que c'est juste une curiosité scientifique ? Alors, pour l'instant, les émotions... moi, j'ai travaillé avec des logiciels de détection d'émotions faciales. Donc, vous êtes un ancien étudiant à moi, je crois. Oui, donc je suis désolé, le monde est petit à Grenoble. Et donc, effectivement, les logiciels de reconnaissance faciale marchent très peu parce que, comme je l'ai dit, on fonctionne avec des modèles qui sont vraiment caricaturaux et ça ne marche pas. D'accord ? Et un autre exemple pour vous montrer que les émotions, ça ne marche pas forcément. Imaginez quelqu'un qui, vous avez l'impression qu'il souffre. Donc, vous voyez souffrir. Vous voyez une photo. Bon, vous déduisez que par empathie, vous êtes un être humain qui souffre. Mais si maintenant je vous donne le contexte, c'est quelqu'un qui vient de gagner une étape du Tour de France. Vous dites, non, il ne souffre pas, il est content. Donc en fait, l'émotion, elle ne peut pas être détectée uniquement par le facial. Elle est intrinsèquement liée au contexte dans lequel vous voyez cette image. Et donc c'est tout ça qu'il faut percevoir. Et faire quelque chose qui est capable de percevoir un environnement aussi complexe, que ce soit le facial, le geste, le contexte dans lequel ça se situe. Parce que ça peut être le même qui est cycliste, mais qui est deuxième. Et celui-là, il pleure parce qu'il n'a pas gagné. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est extrêmement difficile de savoir quelle est l'émotion qui se cache derrière. Et une fois que vous l'avez détecté, qu'est-ce que vous en faites ? Vous, en tant qu'être humain, vous voyez quelqu'un pleurer, vous allez peut-être le réconforter. Et peut-être qu'au contraire, c'est bien fait pour lui. Il n'aurait pas dû le faire. Donc en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Vous voyez ce que je veux dire ? Même nous, on n'est pas capable de donner les bonnes réponses. On n'est pas capable de bien les percevoir et on n'est pas capable. Donc
De là à le rendre calculable et à créer une machine qui va systématiquement avoir le bon comportement, vu l'hétérogénéité des comportements que l'être humain a, c'est mission impossible. Merci beaucoup. Alors, je vais m'adresser plutôt aux philosophes pour celle-là. C'est quoi les enjeux aujourd'hui d'un côté du coup plutôt social, plutôt humain, du manque de diversité dans les personnes qui créent ces IA? Et c'est quoi les risques, c'est quoi les enjeux, sachant que c'est quand même beaucoup des hommes d'âge moyen occidentaux, blancs? Alors là, c'est effectivement une question qui revient régulièrement, on va dire, dans les questionnements éthiques. Donc là, je vais donner un cas concret, peut-être sera plus explicite. Il y avait chez Amazon, ils recrutaient selon un type de CV qui était relativement similaire, et ils se retrouvaient uniquement avec des cadres qui étaient très proches, on va dire. Puisqu'en fait, ils avaient fait fonctionner ceux qui étaient déjà dans l'entreprise, et donc il y avait un biais au niveau du profil des personnes qui étaient engagées, et du coup ça a engagé donc comme conséquence le fait qu'ils recrutaient que des profils similaires. Donc là c'est la question des biais qui est posée. Il y a de plus en plus de biais qui sont identifiés et qui sont travaillés dessus, et il y a des réflexions qui sont prises pour pouvoir limiter, on va dire, ces effets-là. Donc il y a beaucoup de discussions sur ces questions-là. Après, est-ce qu'elles sont vraiment prises en application? Ça, c'est autre chose. Eh bien, merci beaucoup. Il est 22h30, je vous propose qu'on s'arrête là. Je sais qu'on n'a pas été exhaustif, que voilà, il reste certainement plein de choses qu'on n'a pas abordées aujourd'hui, mais c'est un petit peu le jeu de cette soirée. C'est un sujet qui est très large. Je voulais dire déjà un très grand merci à Damien Pellier et Alexandre Bretel qui se sont prêtés au jeu ce soir. Voilà, qui ont répondu de façon très éclairée, je pense, à tous les sujets que nous avons abordés. Donc, merci beaucoup. Un merci aussi au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de l'Innovation pour son soutien pour cette soirée. À nos partenaires Science Animation, devenus Instant Science. Ce sont les créateurs de ce format de soirée. Donc, pareil, on leur dit un grand merci pour ce format. Ainsi que Kimio, le Dôme et la Rotonde. La librairie Aux Merveilles, qui est un partenaire précieux pour nous. Ils nous ont fait une sélection de livres sur le thème de l'intelligence artificielle. Je vous invite à retrouver cette vidéo sur YouTube, sur la chaîne de la Casemate, donc la librairie Aux Merveilles, qui va vous conseiller plein de super livres sur l'intelligence artificielle. À Benjamin de Ben's Workshop et Laurent de LSL Maker, pour nous avoir prêté gratuitement, volontairement, toutes les figurines de décor que vous pouvez voir ici. Voilà, vous en avez plein, donc un grand merci aussi. C'est super. Merci à toutes celles et ceux qui ont relayé l'annonce de la soirée dans leur réseau. À nos stagiaires, Virginie, Ulysse, pour leur super animation et la préparation de la soirée. Voilà, mes collègues de la Casemate, Marion qui n'est pas là ce soir aussi, on pense à elle. Et puis vous tous pour votre participation. Et puis juste avant de nous quitter, les prochains rendez-vous. Eh bien, rendez-vous pour la prochaine soirée culte le jeudi 30 juin. On n'a pas encore de thème à vous proposer, mais ça viendra et ça sera encore une fois super. Donc notez la date. Et avant cela, bien plus proche de nous, mardi 12 avril, rendez-vous pour une conférence sur l'impact environnemental du numérique. Ça sera à la Casemate à 18h. Et on enchaîne directement vendredi 15 avril par un autre événement qui sera en lien avec la culture populaire. Là, c'est plutôt en fait sur le thème d'un jeu vidéo. On va inviter en l'occurrence Mr. Phi, qui est vulgarisateur en philosophie, vidéaste YouTube et écrivain. Et puis un autre docteur en philosophie, collègue d'Alexandre ici ce soir, Ambre Dava, qui viendront donc jouer en direct à un jeu vidéo et le décrypter avec nous. Ça sera donc vendredi 15 avril. N'hésitez pas à vous inscrire. Ça s'appelle la Casemate en mode coop. Et puis, pour terminer la soirée, et comme le dirait justement le T-8800, joué par Arnold Schwarzenegger dans Terminator 2,
Hasta la vista, baby.